Salut à tous et bienvenue dans C'est Livre qui chante, le magazine littéraire de CRTV News. Le monde est menacé à nouveau, et on peut dire depuis, mais ce n'était pas connu, par un binôme, le surpoids abdominal, l'obésité, responsable d'un mal qui est un peu sous-jacent, mais bien dangereux, à l'origine de beaucoup de pathologies, l'insulino-résistance. Un auteur en parle, Germaine Betty Simon Douala, qui vient d'écrire Insulino-résistance, l'autre pandémie, repérer et combattre ce tueur silencieux pour rester en bonne santé. L'ouvrage sonne comme un avertisseur. On va comprendre pourquoi, tout comme on va découvrir le fruit de la recherche de ce médecin. Bienvenue dans C'est Livre qui chante, madame. Merci beaucoup, Monsieur Poutin, de m'accueillir. Merci d'être dans votre pays, le Cameroun. Ça fait bien longtemps, c'est ça? C'est cela. Ça fait bien longtemps que j'y ai vécu. Je viens depuis quelques années essayer de mettre en place des projets en lien avec la prévention de cette insulino-résistance, mais pendant des années, oui, ça fait 27 ans que je ne vis plus au Cameroun. Oui. Nous vous recevons dans un lieu qui est la Maison de la Mémoire au Cameroun, mais pas très loin de votre maison d'enfance, hein, ici à Yaoundé. Effectivement, j'ai grandi au centre, au quartier administratif, derrière l'ancienne présidence et au-dessus de l'ancien cinéma Le Capitole. Maintenant, c'est Maïma, hein, je pense qu'il est là. Voilà. Donc, je suis à la maison, au cœur de là où j'ai vécu. Alors, impression dans le musée national, ce que c'est devenu, votre impression en regardant, en sentant, en voyant? D'abord, beaucoup de mélancolie quand je repassais devant ma maison, là, qui est juste derrière, la maison où j'ai grandi. Je me disais, si les murs pouvaient parler, que de choses belles et moins belles nous avons vécues ici. Ça me ramène. Et puis j'étais à l'école du centre, petite, qui était pas loin en fait. Et dans le musée? Et le musée, c'est magnifique, c'est tout simplement magnifique. Il y a écoutez, le Cameroun, en toute objectivité, c'est l'Afrique en miniature, c'est l'un des plus beaux pays d'Afrique, en toute objectivité. Et c'est représenté par toute cette diversité. Regardez l'habit de la dame, là, les maisons kirdi, les cases de l'Ouest, c'est vraiment magnifique. Okay. Nous sommes donc dans la case, la nôtre. Cette fois-ci, vous, en tant que médecin, vous secouez l'avertisseur, mais on doit dire quand même que pour vous présenter, la 4e de couverture indique que vous êtes médecin nutritionniste, médecin de santé publique, médecin généraliste aussi? C'est ça, c'est ça. Donc au départ, médecin généraliste. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle un DEA, parce que je suis vieille, maintenant on dit Master 2, mais un DEA de santé publique, de recherche clinique. J'ai travaillé beaucoup dans le sida. Ensuite, j'ai fait une formation de médecin nutritionniste. Alors en France, où je suis, la formation de médecin nutritionniste est normée. C'est un DESC, diplôme d'études spécialisées complémentaires. Donc on est médecin nutritionniste parce qu'on est médecin de quelque chose et on fait cette formation en plus. Depuis 2 ans, il y a une autre modification, vous savez, elle reforme tout le temps, mais jusqu'aujourd'hui, c'est ça. Avoir un DESC de nutrition, c'est être reconnu comme médecin nutritionniste, oui. Le titre de votre ouvrage interpelle. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être pour ça que vous avez choisi cet intitulé « Insulino-résistance, l'autre pandémie ». Quand on entend pandémie, on pense là à ce qui n'est pas encore parti, à Covid. Et vous nous dites qu'il y a une pandémie qui est latente ou qui est patente. Les deux, mon colonel. Il y a une pandémie. Alors, pandémie, c'est simple. C'est une maladie, une épidémie qui concerne différents continents. Une épidémie, c'est une évolution accélérée d'une pathologie, pas forcément infectieuse, même dans d'autres types d'épidémiologie, de pathologies. Et effectivement, l'insulino-résistance, dans le cadre de la surcharge pondérale, c'est-à-dire du surpoids ou de l'obésité, concerne tous les continents et est en augmentation exponentielle. Ça monte en flèche. Oui. Alors, c'est quoi l'insulino-résistance? Alors, comment vous dire? C'est très simple. C'est drôle parce qu'il y a un médecin, un professeur en France, je lui dis que je veux parler de ça. Il me dit, est-ce qu'ils vont comprendre les gens? Si, je pense que c'est très simple. Il y a l'insuline qui est une hormone dans le corps, qui, entre autres, régule la glycémie, le sucre dans le sang, mais a d'autres actions. Et cette insuline, parfois,
elle est empêchée de bien fonctionner. Quelque chose peut l'empêcher de bien fonctionner, et c'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Et cet empêchement à bien fonctionner entraîne une cascade d'événements qui créent des pathologies. Voilà, tout simplement. Alors, si on va progressivement, ça se passe comment? Partons du pancréas. Alors, l'insulinorésistance ne vient pas du pancréas. C'est ça. Mais l'insuline Voilà. L'insuline est créée par le pancréas et son action majeure, c'est de rétablir une glycémie normale. Elle fait baisser la glycémie. Et quand on mange quelque chose où il y a du sucre, rapide ou lent, la glycémie augmente et le corps qui est dans la vie, qui doit réguler tout, il envoie l'insuline et puis quand on est normal, on a un taux de glycémie normal grâce à l'insuline. Le diabète de type 1, par exemple, c'est les gens qui n'ont pas suffisamment d'insuline sécrétée par le pancréas parce qu'il y a des anticorps, enfin voilà. C'est la faute à pas de chance, en résumé, et la génétique. Maintenant, aujourd'hui, il y a un phénomène qui empêche l'insuline de bien fonctionner, c'est le surpoids. Ce surpoids, cette graisse abdominale, empêche l'insuline de bien fonctionner. Et il en résulte non pas un manque d'insuline, mais même une réaction d'hyperinsulinémie par le pancréas. C'est-à-dire un trop plein d'insuline? Oui, parce que le corps est dans la vie, créé par un dieu de vie. Du coup, quand le corps voit que l'insuline n'arrive pas à bien fonctionner parce que cette graisse et ces acides gras, ces substances graisseuses perturbent son fonctionnement, particulièrement au niveau du sucre, le corps se dit « Ah, il faut que je supplée ». Donc, il crée beaucoup d'insuline. Il crée un hyperinsulinisme. Et cette insulinorésistance, plus cet hyperinsulinisme, entraîne des conséquences catastrophiques. Vous décrivez, là, en reprenant une formule déjà connue, trop d'insuline tue l'insuline. Point barre. Trop d'insuline tue l'insuline. Parce qu'effectivement, c'est un peu comme l'insuline, pour fonctionner, elle a des récepteurs sur les cellules. Il faut que les cellules reçoivent ce que l'insuline leur dit. Et bien, quand il y a trop d'insuline, les récepteurs sont saturés. Et en plus, cet hyperinsulinisme détruit le pancréas. Ça fait qu'à la longue, dans le diabète de type 2, on peut avoir besoin d'insuline après. OK. Alors, un binôme, surpoids, obésité, obésité, et une formule, parmi les avertisseurs, encore les avertissements que vous donnez, l'obésité devient une épidémie. Ce que vous dites, est-ce que c'est une écriture qui part du fait que vous soyez, vous, plutôt immergé en Occident, pas chez nous? Cette obésité en flèche, c'est en Occident et en Afrique aussi, ou est-ce que c'est... C'est partout. C'est partout, et particulièrement en Afrique. Et particulièrement dans les villes africaines. Je ne vais pas vous parler de gros chiffres, mais je vous donne juste un exemple. J'ai organisé avec Cathy Bilon de Pasteur et Bernard Meningui de l'IRD un dépistage de l'insulinorésistance en 2019. Sur 188 volontaires, 80% étaient soit en surpoids, soit en obésité, à Yaoundé. Mais est-ce que ils le sont à vue d'œil ou c'est les outils de la médecine? Ce sont les outils. À vue d'œil, quand quelqu'un est très en surpoids, on le voit. Mais au niveau médical, il y a des normes, comme la norme de la taille du cœur, la norme de la taille du foie. Il y a des normes à partir desquelles, attention, le corps commence à souffrir de cette masse graisseuse. Et en fait, ces normes, souvent, sont méconnues. Donc, les gens se fient à ce qu'ils regardent. Parce que, je ne sais pas si vous allez me poser la question sur le mécanisme, pour comprendre, Oui, on va dire... C'est la question qui venait rapidement pour comprendre. Vous avez d'ailleurs un tout petit tableau, là, une représentation, un schéma qui est fait là, le surpoids, graisse en excès, augmentation des acides gros libres dans le sang, justement. Les acides gras. Ouais. Et il y a un schéma que je ne sais pas si on peut le zoomer. Oui, on va le zoomer. Ce schéma est excellent. En fait, la graisse abdominale sécrète beaucoup de substances. C'est un organe, je crois qu'il n'y en a pas deux dans le corps, qui sécrète autant de substances différentes, mortifères. La graisse abdominale, c'est-à-dire celle qui est perceptible sur le tronc. Et le ventre. Voilà, sur le tronc. Elle sécrète des substances. Un exemple simple. Il y a une substance qu'on appelle l'angiotensine, enfin bon, bref, qui favorise l'hypertension. Eh bien, la graisse sécrète ça. Donc, cette graisse abdominale fait augmenter la tension. La graisse sécrète des substances qui favorisent les embolies.
Donc, cette graisse, quand elle dépasse un certain niveau, elle favorise les embolies. Et les embolies où? Au cerveau, AVC, au cœur, infarctus, etc. Autre chose, cette graisse sécrète des hormones sexuelles. Donc, elle perturbe le fonctionnement sexuel. Et la fécondité, comme on dit. Elle perturbe la fécondité. Ok. Vous voyez? Là, on voit tout ce schéma qui montre comment on évolue vers l'insulino-résistance et vers ces pathologies diverses. Pour faire simple, pour que le téléspectateur nous comprenne bien, c'est quoi les facteurs qui sont à l'origine de cette insulino-résistance? Le surpoids abdominal. Puisque la graisse est un organe qui va perturber le fonctionnement. C'est le plat et la bouteille? C'est ce qu'on mange et ce qu'on dépense. Point barre. Les facteurs majeurs. Ah oui, il y a la génétique. Attends, on n'a pas la même génétique dans toutes les familles de Yaoundé, dans toutes les familles du Sénégal, dans toutes les familles du Togo. Pourtant, c'est la même problématique. Ou les familles de Côte d'Ivoire, ou les familles de France, ou les familles d'Inde. Donc le facteur génétique est pas majoritaire. C'est vraiment ce qu'on consomme et ce qu'on dépense. En fait, le corps ne sait stocker que sous forme de graisse. Si vous lui apportez en calories, quel que soit le type de calories, plus que ce que vous ne dépensez, c'est comme quand vous avez plus d'argent que vous n'en dépensez, il fait des économies. Et l'économie, c'est la graisse. Okay. C'est vraiment l'équation de ce surpoids commun, l'obésité commune. Après, il y a toujours des exceptions. Mais là, on est dans le cadre de la santé publique, de ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui. Alors, nous ici, habituellement, quand on est interpellé sur ces maladies chroniques, c'est le diabète, c'est l'hypertension très souvent. On a des robots dans les pharmacies, on va prendre sa tension, on va voir à quel niveau on est. Et on a l'indice de masse corporelle. Comment est-ce qu'on dépiste justement l'insulino-résistance? Très très bien. Alors, l'insulino-résistance, je vais vous dire, quelqu'un qui a un tour de taille qui a dépassé la norme est déjà en insulino-résistance. La norme, c'est quoi? Alors, on va dire 85, ça dépend, chez l'homme blanc, chez l'homme noir. Si vous avez plus de 90, en moyenne, c'est mauvais. Et le périmètre abdominal, chez la femme blanche, c'est 80, chez la femme noire, c'est 85, mais on va dire à partir de 90, en moyenne, c'est pas top. Et il y a un périmètre abdominal, il y a une façon de faire. Sauf que je me suis rendu compte, j'ai appris il n'y a pas longtemps, et je ne fais pas de publicité, je ne sais pas si je peux nommer une pharmacie, il y a une pharmacie à Yaoundé qui fait ça. Vous allez dans la pharmacie, vous avez la taille, le poids, l'IMC et le pourcentage de masse graisseuse. Et ça, c'est excellent. Parce qu'il y a 3 grands facteurs chez l'adulte pour évaluer sa corpulence. L'IMC, que ça vous calcule, le périmètre abdominal qu'on ne sait pas forcément comment vous faire, voilà, mais c'est pas grave, et surtout l'impédance qui est le pourcentage de masse graisseuse. Et dans une pharmacie à Yaoundé, je ne sais pas si j'ai le droit de donner le nom, non? Oui, allez-y. Ah ben, la pharmacie provinciale qui paraît-il est à côté, quand on monte de la retraite là. La pharmacie provinciale, apparemment, elle le fait, parce que j'ai envoyé une Donc l'intérêt pour nous d'avoir ces éléments, de prendre ces paramètres, c'est quoi? C'est savoir si on est dans la norme ou pas. Voilà. Alors une fois qu'on sait qu'on n'est pas dans la norme, on fait comment? Le livre nous parle de ça. Comment est-ce qu'on fait pour ramener... Alors, il y a des principes de base. D'abord, c'est vrai qu'il faut former des professionnels médecins et paramédicaux à la prise en charge de ce surpoids, pour les adultes et pour les enfants. Et ça, c'est un manque énorme, pas que en France, pas que en Afrique, mais même en France. Parce que très peu de gens se sont vraiment intéressés à ça, très peu de médecins. Maintenant, il y a des masters de nutrition qui fleurissent un peu, mais il faut former les gens au dépistage et à la prise en charge. Sinon, il y a de grands principes. Il y a de grands principes parce que le corps est une machine. Pour ceux qui croient qu'il y a une âme, il y a une âme. Mais biologiquement, il y a une machine. Donc, il y a des besoins de base. Et vous savez, vous avez entendu parler des 5 fruits et légumes. C'est-à-dire manger 3 portions de fruits par jour, 2 portions de légumes par jour. Ça, c'est le basement pour votre machine. Ensuite, il y a un peu de féculents
puisque le corps a besoin de féculents. Et puis, il y a des aliments qui font non seulement qui sont densément caloriques, mais surtout qui font du mal à notre machine. Parce que dans votre voiture, si vous mettez de l'essence relatée, la voiture va... Alors, c'est quoi ces aliments? Lesquels? À manger rarement. Non, vous me dites qu'il y a des aliments... qui font du mal au corps. Voilà. Les aliments densément caloriques, très sucrés, avec des sucres rapides, gras et frits. Exemple? Les aliments frits, le plantain frit. Plantain frit. Le plantain frit... Pour une femme douala comme vous, le moussolet... Non, mais Vous savez, quand on Cameroun, prend le moussolet et le ondolait, c'est un plaisir. Sauf que quand j'étais petite, Ouais. ces plats se mangeaient de temps en temps. Si vous les mangez de temps en temps, Pas de problème. aucun problème. Ok. Aujourd'hui, dans plusieurs familles, c'est la règle, la friture. Moi, quand j'étais petite, c'était bouilli. Le plantain, bouilli. L'igname, bouilli. Le riz, bouilli. Aujourd'hui, C'est frit. voilà. Et la friture est une abomination nutritionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous remplit le mauvais cholestérol, c'est ça? Ça remplit le mauvais cholestérol et ça agresse le corps, c'est pro-inflammatoire, c'est fatal. Et puis c'est densément calorique, tout simplement. Alors, vous êtes à Yaoundé, au Cameroun, revenu ici où, bon, on mange en disant, nous, on n'est pas trop affecté par ça. Les gens ne sont pas... Enfin, les questions de régime alimentaire ou de menus équilibrés autres, chacun fait comme il veut. Quand on va dans les restaurants d'entreprise, il y a très peu de menus équilibrés. Dans la ville, il y a très peu, ou pas du tout, dans certaines villes, de restaurants diététiques. Le mot diététique même n'est pas dans les habitudes. Et pourtant, on vit. Et pourtant, ceux qui sont petits possédants, qui n'ont rien, ne manifestent pas D'intérêt? Non, pas ça, ne se manifestent pas comme patients de maladies chroniques. Mais d'abord, ils ne savent pas que c'est ça qui les rend malades. Sauf qu'au niveau des chiffres, je ne sais pas si quelqu'un ici ne connaît personne qui ait le diabète de type 2. Oui, mais Dans chaque famille, il y a un diabète de type 2. Il y a une amie, elle me dit, il y a une épidémie d'AVC. La goutte, ça a explosé. Oui, mais l'insuffisance rénale. Habituellement, on se dit que c'est chez ceux qui ont certains moyens, qui sont sédentaires, non. Au qui niveau travaillent. du diabète de type 2, Ok. absolument. Pas note. C'est vraiment dans chaque famille, quelles que soient les familles. Dans les villes, j'entends. Dans les villages, ça change. Pourquoi? Même si Parce que dans les villages, on va à pied, on marche. on brûle. Voilà. Quoique j'ai une ancienne professeure à moi, que je salue, qui me dit que dans son village, maintenant, les mamans vont en taxi-moto au champ. Oui, bien sûr. Donc, vous voyez. Maintenant, elles ont les problèmes de rhumatisme. Donc, ça commence aussi à les femmes, mamie ou pas mamie d'ailleurs, les femmes. Donc, même dans les villages. Et puis, il y a les chiffres qui ne trompent pas et qui sont en deçà de la réalité. Vous savez, dans les pays, ça c'est un chiffre, les chiffres officiels de l'OMS, dans les pays à revenu moyen intermédiaire, donc les nôtres, le Cameroun, moyen inférieur, pardon, le Cameroun et d'autres, les maladies, parmi les 10 maladies les plus mortelles, il y en a au moins 7 qui sont ce qu'on appelle les maladies non communicables, non transmissibles. Et de 2020 à 2019, elles ont progressé. Et ces maladies non communicables, non transmissibles, sont soit générées directement, soit aggravées par le surpoids. Par le surpoids. Alors, même dans les pays à revenus moyens inférieurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller moins dans les pâtisseries, prendre les... On a l'habitude de prendre, vous abordez ça ici dans votre ouvrage, les pains chocos, les croissants, tout ça. Il faut éviter ça parce que c'est du gras et manger la bonne nourriture du village. Voilà, il y a ce qu'on doit faire régulièrement et ce qu'on doit faire occasionnellement. Ok, régulièrement. Rien n'est interdit. Rien n'est interdit. Régulièrement, c'est les aliments qui font du bien au corps. Les légumes, les féculents lents, les fruits. Voilà, c'est ça qui est régulier. Mais on dit habituellement, Oui. c'est ce que disent les diabétologues, que le riz blanc, que le maïs, que le manioc sont plus sucrés que le sucre en carreau qu'on prend. Sauf qu'en termes d'index glycémique, ce n'est pas toujours le cas. Parce que, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y a la poussée, il y a l'index glycémique, c'est-à-dire le pic d'insuline que fait un bâton de manioc
à ma connaissance, pas le même que fait un morceau de sucre. Et le corps a besoin de féculents. Le corps a des besoins de base. On ne peut pas décider comme Mais il vaut votre mieux voiture. le féculent que le sucre en Ah carreau oui, le sucre en carreau, c'est une et abomination. l'édulcorant. Ah là, c'est On l'édulcore. alors, il y a plein d'études qui vous déconseillent et montrent les effets négatifs des édulcorants. Ce qu'il faut, c'est que le jour où on mange quelque chose de sucré, en termes de sucre rapide, on le mange parce que rien n'est interdit, mais c'est rare. Les chocos, ça ne peut pas être tous les jours. On peut manger au Cameroun les légumes sautés, on a de la salade, on a des légumes qui ne coûtent pas cher, tous les midis et soirs avec un peu de féculents et une protéine. On n'a pas besoin de manger les gros plats tous les jours. Tous les jours. L'édulcorant revient sur ça. Moi, j'avais lu à un moment les mises en garde, mais ça, c'est dans la presse. Pourtant, dans le milieu médical, on conseille aux gens Coca Light. Ah, mais jamais. ces machins. Jamais, moi, je me conseille. Le magazine qui en parlait, c'était un magazine international, disait qu'il faut regarder l'étiquette et on met l'aspartame, qui est cancérigène. Ah non. Tous les édulcorants, soit au mieux, ils sont cancérigènes, soit au pire, ils favorisent le syndrome métabolique également. Donc, Et c'est du sucre. D'abord, c'est du sucre, mais surtout, ça a des effets contradictoires au niveau de l'intestin, parce que l'intestin est très impliqué dans l'insulinorésistance également, et au niveau du cerveau. Et si les édulcorants aidaient à réguler le poids, aux États-Unis, il n'y aurait plus de... Parce que ça a été plein d'édulcorants aux États-Unis. Non, les édulcorants, et les références scientifiques le montrent, fatal. On n'a pas besoin de boire du Coca Light tous les jours. Mais le jour où on boit son Coca, on boit un vrai Coca et yasta. Absolument. C'est rare. Il y a ce qui est régulier et il y a ce qui est occasionnel. Et ce qui est occasionnel, on s'en fout. Alors maintenant, ici, chez nous, pour essayer de bien gérer, sans prendre de médicaments, on prend les compléments alimentaires. Alors, est-ce que les compléments alimentaires complètent quelque chose? Vous savez, il y a 20 ans déjà, il y a ce qu'on appelle une méta-analyse, une analyse qui fait l'analyse de plusieurs autres publications, qui montrait que la complémentation permanente peut être cancérigène. Il faut consommer les vitamines dans 3 fruits et 2 portions de légumes. La complémentation peut être cancérigène. Et parfois, on n'est même pas sûr qu'elle est favorable, en fait. Alors que ce qui se prend dans le fruit, ça, c'est favorable. Mais il y a beaucoup de... Alors, ça veut dire que vous mettez en doute les comprimés qui viennent sous forme de compléments alimentaires, vous mettez en doute la manière dont c'est fait. Ah ben évidemment, vous complémentez. Si vous êtes anémié, on vous donne du fer, on dose le fer. Si vous avez un manque de vitamine D, on le sait. Mais des compléments alimentaires pour la vie éternelle, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et c'est cancérigène potentiellement. Ça, c'est prouvé, c'est posé par plusieurs études, scientifiques. Mais si vous avez un manque réel, un déficit en quelque chose, vous le prenez, on le contrôle et on se rend compte. Mais on ne prend pas des compléments alimentaires dont on sait... Vous savez, juste un petit exemple avant qu'on ne finisse. Vous savez, le fructose. La majorité des fruits ont un index glycémique bas. Pourtant, ils sont très sucrés. Donc, des gens bien intentionnés se sont dit, on va enlever le sucre des fruits, le fructose, et on va le mettre dans les jus. Ça va faire de sucre lent. Fatal. Ça fait la même chose que si vous mettiez du sucre synthétique. D'enlever le fructose et de le mettre. Parce que vous l'enlevez de son élément. Les fruits et les légumes, je peux en parler ici, puisque la majorité des Africains, des Camerounais en tout cas, sont des croyants, ça a quand même été fait par Dieu. Ça a été fait par Dieu et c'est complexe et mystérieux. Il y a les fibres, il y a les vitamines. Il n'y a pas une substance. La vitamine n'est pas quand même toute seule comme ça dans un fruit. Ça a été fait par Dieu pour l'homme. Et c'est complexe. Si vous n'enlevez que la vitamine, vous oubliez le reste. Tout le reste. Et tout le reste est nécessaire. Vous voyez. Venons-en aux conséquences. Première conséquence de l'insulinorésistance, le diabète. La suite? Non, ce n'est pas la première conséquence. Moi, j'ai ce schéma que je veux, c'est pas, on peut le zoomer. Oui, ah non, il n'y a pas que. Alors, je vous ai dit, cet excès de masse graisseuse sécrète des acides gras dans le sang. Ces acides gras, ils vont dans le foie. Ça fait du foie gras. Ça fait un foie d'alcoolique. Et j'ai eu des enfants en consultation qui avaient déjà le foie comme des gens qui boivent de l'alcool. Vous voyez?
Ça fait la stéatose, ça fait le mauvais cholestérol, ça fait les embolies pulmonaires, ça fait les AVC, ça fait la goutte, ça fait l'insuffisance rénale, et puis ça fait le diabète. Et ça fait les cancers. Et ça fait les cancers. Alors, quel est le lien avec le cancer? Comment vous dire? Le cancer, c'est quoi? Le cancer, c'est une cellule au départ qui pète un câble et qui fonctionne différemment de comment elle doit fonctionner. Parce que chaque cellule sait que je dois faire ci, me développer comme ça, et puis mourir, et puis être régénérée, etc. Sauf que une cellule, un jour, parce qu'elle est agressée, il y a les pesticides, il y a des substances cancérigènes, et puis il y a l'inflammation chronique. Quand j'ai appris la médecine, il y avait une phrase, l'inflammation chronique est le lit du cancer. Parce que l'inflammation chronique agresse les cellules, et à un moment donné, la cellule va en vrille. Le type du quartier comprend ce que vous dites là. L'inflammation chronique, c'est quoi? L'inflammation, c'est quoi? Faut le dire C'est une simplement. agression. Ouais. C'est une agression par des substances. Et des substances qui sont sécrétées par la masse graisseuse. C'est-à-dire que Et- plus on grossit, Plus on sécrète ces substances, et ces substances agressent les cellules du corps, rouillent le corps, et puis une cellule part en vrille, ne fait plus ce qu'elle doit faire, ne meurt plus, parce que les cellules cancéreuses ne meurent plus, et se développe, et détruit le reste du corps. Et puis il y a les cancers hormonodépendants. Et la masse graisseuse sécrète des hormones. Et le cancer du sein en particulier, dans les cancers du sein, il y a des cancers hormonodépendants. mais nous qui mangeons depuis tout petit les beignets haricots bouillis, BHB, voilà. Tous les jours. Ben, moi j'ai grandi à Bonapriso, rue de Gaulle, rue Toyota, on avait les béninoises qui faisaient les beignets, et tous les soirs, c'était de longues files pour beignets haricots bouillis. La nourriture du soir, c'était ça. D'accord. Est-ce qu'il y avait plus de surpoids à l'époque? Non. Les gens, sûrement, ils mangeaient modérément et bougeaient plus. Ben, il y avait Ils du mangeaient surpoids. sûrement plus varié. Il y avait du surpoids parce que vous savez, quand on était maigre, mince, parfois on considérait mince, je dis maigre, l'un des critères de beauté, c'était l'embonpoint. Il y avait un surpoids, mais pas pareil, parce que selon l'OMS, entre 1975 et maintenant, il a triplé le surpoids. Donc il y avait probablement du surpoids avant, mais il y en avait beaucoup moins. Mais je veux Les gens savoir, mangeaient est-ce beaucoup moins que de... vous conseillez qu'on mange les beignets quand même Rien n'est interdit. ouais. Et quand vous conseillez, vous accompagnez, vous rééduquez les gens au niveau de la nutrition, vous partez de leurs habitudes alimentaires. Si vous commencez à interdire ce qui fait leur habitude alimentaire, c'est foutu. Donc, oui, ils peuvent manger des haricots. Mais comment? Quand? À quelle fréquence? À quelle quantité? Et mangent-ils leurs 3 fruits et leurs 2 portions de légumes? Et font-ils leurs 30 minutes d'endurance minimale Tous les par jour? jours. Voilà. Vous voyez, on n'est pas là pour venir dire à quelqu'un qui aime les beignets et les haricots, c'est fini pour la vie éternelle. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas Mais de sens. aujourd'hui, une belle femme, une jolie femme de plus en plus aujourd'hui, ça se voit sur les réseaux sociaux, les femmes s'affichent grosses. Bon, Tout à fait. pas forcément grosses du ventre, hein. Ah bah, parce qu'après, la grosseur, elle va partout. Hein. Ok, voilà. L'excès de masse graisseuse après. Alors, ça rentre en droit fil ce qu'il ne faut Et pas faire. Tout à fait. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, j'ai fait la promotion à la FNAC de Côte d'Ivoire, que je salue, d'Abidjan. Et il y avait une jeune de 27 ans, qui aurait pu être ma fille, qui me filmait comme ces messieurs. À la fin, elle me dit non, mais c'est une blague. Elle était perturbée. Parce qu'à 27 ans, elle avait pris 10 kilos exprès entre l'âge de 20 ans et de 27 ans pour être belle. Elle ne savait pas qu'elle prenait la maladie. Parce que l'insulinorésistance concerne également les enfants. J'ai des enfants en insulinorésistance. Donc, faut-il que nous soyons maigres? Non, il faut qu'on ait une corpulence normale selon les normes scientifiques. Parce que maigreur, ça a un chiffre, c'est un chiffre la maigreur. Et c'est une pathologie aussi. Vous voyez? Et de toute façon, on mange sa santé. C'est pas compliqué. On mange sa santé. Et aujourd'hui, c'est quand même dommage que les problèmes de santé publique dans nos pays africains, soient directement liés au surpoids, à l'obésité. Si vous n'avez pas un surpoids abdominal, il y a fort peu de chances pour que vous fassiez un diabète de type 2 quand même. Et je ne vais pas vous faire le dessin de tout ce que ça coûte ici, actuellement. Les coûts en médicaments, c'est la dernière question. Comment on priorise quoi? Le médicament qu'on doit prendre avant de manger, ou on peut se dire qu'on peut tout naturellement, par une bonne gestion de
menu de sa table, réguler tout ça? Écoutez, mon expérience de vieux médecin et de vieux médecin nutritionniste depuis 17 ans, j'ai plusieurs personnes, juste en perdant leur masse graisseuse, leur insulino-résistance a régressé et leurs chiffres métaboliques se sont améliorés. Les cas dont je parle là, c'est pas inventé, c'est des cas de vie quotidienne. D'ailleurs, quand j'ai commencé médecine il y a un temps certain, et aujourd'hui, vous savez ce qu'on dit dès qu'on découvre un début de diabète de type 2, vous savez quel est le traitement? Mesure hygiéno-diététique avant de donner un médicament. C'est ce qui est prescrit parce qu'on sait que le mécanisme, c'est l'insulino-résistance et que si par les mesures hygiéno-diététiques, on perd cette masse graisseuse, on limite l'insulino-résistance. Merci beaucoup Germaine Betty Simon Douala d'être venue nous parler de l'insulino-résistance. L'autre pandémie pour repérer et combattre ce tueur silencieux pour rester en bonne santé, et on dira la mort et la vie, c'est dans le plat. Donc à nous de savoir bien gérer, dans le verre aussi, modérément. Merci beaucoup, madame. Écoutez, merci, c'est un plaisir d'être là et de faire ça à Yaoundé, au cœur du quartier administratif, mon quartier. Et au Cameroun. Et au Cameroun. Voilà, musique d'espoir à la fin de cet entretien sur des questions bien graves de santé. C'était Célib qui chante, à samedi prochain.